C'est une histoire un peu particulière parce que je préparais un autre projet de film et je rencontrais en fait un peintre qui s'appelle Pascal-Henri Poirot et, euh, je le rencontrais parce qu'il devait être un des personnages de ce film-là. Et donc je discutais avec lui et au bout d'un moment, assez rapidement d'ailleurs, il a commencé à digresser et à me parler de Joseph Steib. Et puis 2 semaines après, j'en discutais avec Laurent Denet, donc, qui était le producteur du film. Enfin, je discutais de choses et d'autres, notamment de ce projet de film. Et lui m'a dit, ah, il y a un article que j'ai lu sur Joseph Steib dans les DNA, ça peut peut-être t'intéresser. Voilà. Alors, je lis l'article. Il y avait une rencontre qui devait se faire à dans une librairie de Strasbourg avec François Pétry, qui est l'auteur quand même de cette enquête sur Joseph Steib. Et donc j'y suis allé. Voilà. Et je suis resté 1 heure et demie à l'écouter. Ensuite, j'ai acheté le livre. Et puis je l'ai feuilleté chez moi. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même quelque chose effectivement d'intéressant. Donc on en a reparlé avec Laurent Denet. Et puis, on a rencontré François Pétry. Du coup, on lui a donné rendez-vous, on l'a rencontré. Et puis on s'est dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire. C'est pas tant la grande histoire qui m'intéresse que la mémoire, en fait, voilà, ou la trace des choses. Ce qui m'avait plu chez Steib, c'est que quand je l'ai appris après coup, c'est-à-dire j'imaginais moi que quelqu'un qui peint des œuvres comme ça était quelqu'un d'une force presque physique aussi, et en fait non, pas du tout. Quelqu'un de presque chétif, de malade, il était épileptique. Et malgré tout, il y a quelque chose qui sort de ça. Et d'autant plus aussi, le premier rapport, la première image, le premier retour que j'avais de ces tableaux, c'était en gros plan dans le livre de François Pétry. Et je suis allé voir une exposition de certains de ces tableaux qu'il y avait à Belfort à un moment donné. Et là, j'ai vu des petits tableaux comme ça. Et il y avait une force énorme qui se dégageait de ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interrogé beaucoup, comment un homme malade, petit comme ça, peut trahir ça de lui à travers ses toiles. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, ça, et que je pense j'ai traité aussi dans d'autres de mes films. Que peut raconter un homme ou une femme, enfin je veux dire au sens large, à travers son expérience, en prenant une place comme ça, ou en marquant quelque chose de l'histoire, à ce moment-là peut-être, mais de la mémoire de quelque chose. L'homme s'empare de ses pinceaux et la lutte s'engage. Steib est comme possédé. Il peint dans sa cuisine, inlassablement. Il lutte contre cette épilepsie qui l'épuise. L'artiste construit son œuvre au fil des années de guerre, passant d'un sujet à l'autre, alternant tableaux sombres et toiles lumineuses. J'avais effectivement fait un premier film sur la bibliothèque universitaire au moment où elle allait être transformée complètement, et ça m'intéressait l'architecture des lieux m'intéressait pour filmer effectivement les gens dedans, quoi, cette place que chacun peut prendre ou pas, avec des dimensions qui ne sont pas du tout les mêmes pour un être humain ou un bâtiment comme ça. Enfin, ça m'intéressait beaucoup, la circulation des gens là-dedans. Et je dis ça parce que pour Joseph Steib, vraiment ma première idée qui est venue de mise en scène, c'était pareil, c'était une déambulation, quelque chose dans l'architecture de son cerveau. Et donc je voulais recréer un décor où seraient accrochées toutes ces toiles, et dans la pénombre de laquelle on se promènerait comme ça pour essayer de comprendre qui est Steib, et effectivement comment une œuvre aussi forte a pu jaillir de cette personne. Aujourd'hui, 35 tableaux du Salon des Rêves ont été retrouvés. Les voici spécialement accrochés pour essayer de comprendre comment cette œuvre a pu jaillir ainsi du cerveau d'un homme que rien ne prédestinait à cette violence. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui ? Je sais pas si c'est quelque chose de raisonné ou d'inconscient. Enfin, je ne sais pas où ça se situe. Ça, j'ai toujours pas cerné d'ailleurs. Mais je pense qu'à un moment donné, c'était comme une urgence ou quelque chose comme ça.
Il faut dire quand même que donc avant, effectivement, avant l'arrivée des Allemands et l'annexion de l'Alsace par les Allemands au début de la Seconde Guerre mondiale, il peignait effectivement des choses plutôt rurales, une vie paysanne qu'il connaissait, puisque sa belle famille était dans le Sundgau, pas très loin de Mulhouse, où lui habitait. Et en même temps, il faisait ses armes à travers ça pour devenir peintre. C'était quand même son ambition. Lui, c'était juste un employé de mairie, un fonctionnaire qui travaillait au service des eaux. Bon. Mais il avait des ambitions artistiques. Joseph Steib a fait la rencontre d'Auguste Filler, qui était un peintre renommé à l'époque, qui avait sa place aussi à Paris. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui faisait partie des artistes parisiens, du salon des artistes parisiens, et qui avait vraiment pignon sur rue, d'une certaine manière. Et ça a toujours été un peu l'ambition de Joseph Steib, d'accéder à ça aussi. Donc il faisait un peu ses armes au musée des Beaux-Arts, en copiant les grandes œuvres à Mulhouse. Il allait peindre dans la campagne, ce qu'il voyait, effectivement. Mais il y avait quelque chose qui à mon avis, qui était en lui profondément. Et je pense que l'arrivée effectivement violente, comme ça, l'annexion violente de l'Alsace par l'Allemagne a fait jaillir ça. Mais je pense que c'était pas... Je ne suis pas sûr qu'il se soit senti un devoir de le faire à ce moment-là. Je crois simplement que c'était là, en lui, et que ça a surgi sous cette forme-là, qui effectivement, du coup, est devenue très violente par rapport à ce qu'il faisait avant, qui était plus idyllique, si on peut dire, quoi. Après, les risques qu'il a pris, je crois qu'il ne s'est pas vraiment posé la question. Mais peut-être je pense qu'il en avait conscience quand même, mais il semblerait quand même que c'était aussi un personnage qui était un peu provocateur au-delà de ça. Et il se promenait quand même avec son béret français dans les rues de Mulhouse annexées. Enfin, fallait y aller. Mais je crois qu'il passait un peu pour un original et ça l'a protégé. Donc je ne sais pas de quelle manière il en a joué. Mais ce qui était sûr pour lui, c'était qu'il fallait à un moment donné cracher ça, quoi. Chaque soir, lorsqu'il quitte son bureau, Steib se rend au musée des Beaux-Arts. De longues années durant, l'artiste forge petit à petit son propre style, copiant les œuvres d'autres peintres. Son style à lui qui vient, je pense aussi, de tout ce dont il s'est inspiré avant, clairement, de manière assez naïve. D'ailleurs, la reconnaissance après artistique, sa reconnaissance artistique est venue très tardivement, post-mortem. Elle s'est jouée là-dessus, c'est-à-dire peintre naïf. Et il y avait quelque chose de ça, effectivement, chez lui dès le départ. Et je pense effectivement qu'il s'est inspiré de beaucoup de catalogues, d'expositions, parce qu'il n'a pas beaucoup voyagé, hein, il n'est pas sorti d'un très grand périmètre autour de Mulhouse, mais il a vu quand même d'autres choses. Et je pense qu'à un moment donné, c'est tout ça qui a rejailli de manière anarchique, je ne sais pas, de manière contrôlée, je ne sais pas non plus. En tout cas, il y avait ça sur ces toiles. Et effectivement, aujourd'hui, une même toile de cette période-là, donc du Salon des Rêves, hein, puisque cette création-là qu'il avait faite pendant la guerre, il l'a nommée lui-même Salon des Rêves, et c'est vraiment un tout. Je pense qu'on peut les analyser, chacune de ces toiles, avec différentes références, effectivement. Et il y a effectivement Arcimboldo, ça paraît être le plus évident pour un tableau qui s'appelle Le Conquérant. Il y a effectivement des références à Jérôme Bosch, dont il a sans doute vu les œuvres, à Velázquez, Autodix. Alors, Autodix, je pense, c'est plus dans la posture d'un peintre résistant, enfin qui résiste, qui affirme quelque chose contre l'envahisseur. Autodix, il a fait ça à l'arrière-front. Steib, il était sur place. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il mesurait vraiment tous les risques de ça. C'est plutôt son épouse qui a porté ça. Mais lui avait besoin de créer une œuvre. Et je pense qu'il l'a vraiment senti, puisque après ça, l'enjeu pour lui était vraiment que cette œuvre soit vue, et vue comme un tout, comme un ensemble. Ouais. En réponse à la propagande nazie, il se met à réaliser une série de 57 tableaux. Cette création, Joseph Steib lui donne un nom, Salon des Rêves. Une œuvre restée près d'un demi-siècle dans l'oubli. Ce qui est étonnant à dire quand même, je trouve, c'est que la reconnaissance a d'abord commencé par l'Allemagne. Voilà, quand même les Allemands que Steib
a couché dans ses toiles au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas les mêmes Allemands, c'est quand même ce peuple-là qu'il a reconnu ensuite. C'est qu'après, la première exposition en France a quand même lieu à Strasbourg. Fabrice Ergotte, qui était à l'époque directeur des musées, a reconnu ce travail-là et a donc voulu le montrer. Donc c'est quand même lui qui a été à l'origine de ça. Et ensuite, il y a une exposition effectivement qui a couru sur Bilbao, Paris, etc. Et aujourd'hui, il y a notamment une de ses œuvres qui est en la possession du musée d'art moderne de Paris. L'Alsace, je ne sais pas. Je me suis dit que c'était pas non plus c'était pas non plus un personnage haut en couleur. C'était aussi quelqu'un peut-être qui était trop discret, avec une santé fragile quand même aussi. Je pense que, encore une fois, beaucoup de gens voyaient en lui un original, donc ne faisaient pas vraiment attention à son œuvre. Et puis, il faut dire aussi peut-être que c'est une œuvre qui peut prêter à ambiguïté dans la lecture, parce que si on prend un tableau ou l'autre, et où on voit Hitler représenté, par exemple, comme le Christ qui j'allais dire qui occupe la scène, mais oui, d'une certaine manière, la scène christique et la scène de théâtre, puisque c'est quand même l'ambiguïté de ce tableau aussi, je pense à un tableau qui s'appelle La dernière scène. On peut imaginer, si on ne connaît que ce tableau, que c'est peut-être quelque chose à la gloire d'Hitler, on ne sait pas. Il y a quelque chose d'ambigu là-dedans. Et c'est uniquement en ayant vu toute l'œuvre qu'on peut comprendre qu'effectivement ce n'est pas le cas. Et peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire une méconnaissance tout simplement de l'ensemble de cette œuvre-là, qui fait que on peut voir en lui peut-être qu'un facétieux ou que quelqu'un de peut-être quand même pas amateur, mais presque, un peu, je ne sais pas. Voilà. Et c'était quand même quelque chose qui nous a surpris, tout le monde, quand on a progressé dans ce travail-là, de se rendre compte effectivement que un sujet comme ça, avec un peintre alsacien qui a fait œuvre de résistance, dont l'œuvre maintenant est reconnue internationalement, il n'intéresse personne. Voilà, je ne sais pas. C'est une question qui reste en suspens, hein, pour moi. Mon Dieu, mais quand je vois ça, c'est quand même inimaginable que ce type ne s'est jamais mis en valeur dans ce... Bon, peut-être dans le milieu des peintres, des artistes, vous êtes renseigné.